la plume. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Le son et la plume consacré à Loni. Loni que j'ai convié à commencer cet épisode en lisant un texte. Tout de suite, Loni. Le jour s'est couché, tes yeux couleur nuit se sont abandonnés dans le fleuve infini. Ah, je voulais te dire, avant le long sommeil, je me souviens la fête tout au fond de tes pupilles. Tu te souviens la fête tout au fond de ses pupilles. Tu dis tout est bien, que rien ici n'est compté, et que l'on danse même sous les ciels abîmés. Le jour s'est couché. C'est un tout petit texte. C'est un groupe qui s'appelle Balm, B-A-L-M, comme un baume, qui m'a contacté à l'occasion des 1 an de la sortie de leur disque, de leur album, qui est très beau, qui s'appelle Lavender. Ils m'ont demandé de réécrire une de leurs chansons en français, une chanson qui est normalement en portugais, et qui est une chanson qui est une chanson d'anniversaire, qui dit, voilà, joyeux anniversaire, en portugais. Et moi, ils m'ont demandé de faire un texte en français, mais en gardant la mélodie, et afin qu'on enregistre une version en duo, comme ça. Mais du coup, on a carrément retourné le morceau. Le morceau n'a plus rien à voir. Et le texte que j'ai écrit, je l'ai écrit, il se trouve le jour d'un enterrement de quelqu'un que j'avais connu pas longtemps, mais qui m'avait beaucoup touchée. Et j'avais pas pu me rendre à cet enterrement. J'ai juste essayé de me replonger dans le souvenir que j'avais de cette personne, qui était une personne extrêmement lumineuse. Et elle avait toujours un truc festif un peu dans l'œil. Ouais, je me souviens de son éclat. Et jusqu'au bout, cette personne est restée, voilà. Je crois qu'il y a des gens qui ont une joie en eux que rien ne peut éteindre, et elle en faisait partie. Et voilà, donc j'ai dédié ce texte à cette personne que je connaissais très peu, mais j'avais envie d'accompagner ce jour-là à ma manière. J'ai contemplé des heures l'horizon, un voile noir sur les épaules. Je ne vois plus ta rive, il me semble que tu es devenu de l'eau. Balaye la pluie qui pèse sur tes cendres et rends-moi mon ciel immense. J'ai décousu ton nom de mon ombre, et voilà que je danse. Redonne l'orage que salissait le vent, que l'on s'endorme sans histoire, que l'aube se lève enfin sans t'attendre. Il me faut t'enterrer quelque part.
sens. Il y a une forme de doute constant chez moi que je relie un petit peu à la mélancolie, parce que pour moi, la mélancolie, c'est aussi se décaler un tout petit peu de ce qu'on vit, de ne pas tout vivre au premier degré. Voilà, c'est une manière pour moi de je sais pas si c'est m'élever, mais en tout cas vraiment de me latéraliser presque, de me mettre un tout petit peu à côté des choses et d'avoir un regard un petit peu distant, comme si je regardais les choses de derrière une vitre. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est ce que je vais chercher dans la musique, beaucoup dans ce que j'écoute. Alors pour le coup, j'ai toujours des goûts extrêmement mélancoliques. Je suis touchée par les paysages un petit peu blancs, un petit peu gris. J'aime les paysages du Nord, j'aime les tableaux avec avec des lumières souvent comme ça assez diffuses. Puis j'aime la musique souvent qui consiste à faire ralentir un peu les choses. C'est-à-dire que voilà, pour moi, la joie, la flamboyance, l'éclat, j'ai tendance à toujours vouloir la diffuser un peu. J'écris beaucoup de chez moi en ce moment. Je me suis installée à moitié au Danemark et puis en France aussi. Mais je dirais qu'un environnement, j'ai toujours un peu besoin de nouveautés et de voyages. C'est-à-dire que, par exemple, le Danemark, c'est un pays que je découvre depuis un peu plus de 2 ans. Et le fait de ne pas comprendre totalement la langue, même si j'apprends le danois, mais le fait de pas totalement comprendre et d'être dans une forme d'étrangeté, ça, je sais que c'est quelque chose qui me porte souvent. Mais j'ai aussi bizarrement besoin d'un cocon. Et souvent, ce cocon, je suis assez attachée au fait d'être dans le calme. J'ai besoin de silence. Et puis j'ai besoin des autres aussi. Alors vous voyez, je vous montre, mais j'ai ma petite bibliothèque là, juste à côté de mon bureau. Et je dors aussi entourée de livres. J'ai besoin d'être entourée. Voilà, là j'ai Leonard Cohen qui est pas loin. J'ai Patti Smith aussi. Je vois, mais j'aime bien l'idée. Je crois que j'ai besoin d'autres créateurs autour de moi, pas physiquement, surtout pas physiquement, mais par contre j'ai besoin de leurs œuvres. J'ai aussi en face de moi tous mes vinyles, voilà. Et là je suis bien là, j'ai les livres à droite, les vinyles en face, et ça me rappelle que la création, c'est toujours une forme de transmission. Il n'y a pas tellement de pression à créer quoi que ce soit de fondamentalement nouveau. Ciel blanc, j'attends que l'herbe se ronde, j'attends là où l'on entend le bruit des draps dans le silence. J'attends, j'attends, j'attends que vienne l'élégance. Je veux la blanche plume et les mots de l'ennui, son ombre sur la lune, de l'encre dans la nuit. Mes mains, c'est l'eau qui gèle les feuilles blanches. Il n'y a que le ciel au bout des branches.
Il y a un truc quand même qui est sûr, c'est qu'il y a rien de plus touchant que quelqu'un qui est très honnête et quelqu'un qui se confie en prenant un peu des risques. Moi, j'ai tendance à croire que ce qui me touche, c'est pas les mélodies en elles-mêmes, c'est le fait que cette personne chante cette mélodie à ce moment-là. Souvent, c'est dans ce moment-là que je suis touchée, c'est quand je perçois que la personne prend un risque en se confiant. Voilà, je pense par exemple à quelqu'un de très évident là-dedans, c'est Adrienne Lenker, qui est une chanteuse dont on parle énormément ces derniers temps et que j'écoute depuis très très longtemps, depuis ses premiers disques, et qui m'a toujours touchée parce que je dis ça parce que, par exemple, moi, je serais tentée de l'imiter. Voilà. Si je suis tout à fait honnête, je l'écoute énormément, donc je pourrais totalement être tentée. Sauf que ce qui est beau, c'est pas forcément la mélodie ou les mots en eux-mêmes, c'est le fait qu'elle fait ce choix. Et ça, j'essaie de pas le perdre de vue, vous voyez, parce que je me dis, bah non, là, si je suis touchée, en tout cas, quand je sens que je suis en train d'imiter, ça se sent parce que je me dis, ouais, mais chez moi, quand je dis ce mot-là, ça résonne pas pareil, je prends moins de risques, etc. Vous voyez, et du coup, j'essaie de sentir, est-ce que là, je suis vraiment en train de me confier et en fait, ce qui m'inspire dans ce que j'écoute ou ce que je lis, souvent, c'est plus la démarche que l'œuvre en elle-même. Voilà, j'essaie de rester là-dessus, mais oui, et ça m'arrive de temps en temps, comme tout le monde, je pense, n'importe qui, d'être dans une forme d'imitation. Et j'essaie de m'en rendre compte, de m'en rendre compte vite. Et parfois je l'assume, hein, ça m'est arrivé. Par exemple, j'ai écrit la préface d'un livre cette année d'une poétesse qui s'appelle Suzanne Rowe. Et j'ai écrit cette préface suite à la lecture d'une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Alice Babin et qui est une copine, on va dire, qu'on se connaît pas très bien, mais c'est une copine. Je lui ai dit à Alice, écoute, voilà, je crois que tu m'as influencé cette préface, et je lui ai envoyé tout de suite. Je lui ai dit, voilà, sois à l'aise de me dire si ça ne te va pas. Ça lui allait très bien, et voilà, je crois que parfois il faut aussi savoir assumer. C'est beau l'hommage. Vu qu'en ce moment j'écris, je suis très proche j'ai vraiment mon petit temple, et par exemple un poème. Le dernier poème qui m'est vraiment bouleversée, c'est un poème de Emily Dickinson qui s'appelle I Cannot Live With You, et qui dit, la première strophe dit I cannot live with you, it would be life, and life is over there behind the shelf. Et moi j'adore, cette première strophe m'a complètement vraiment retournée. Parce qu'elle parle de cette incapacité à être vraiment dans la vie que je peux ressentir parfois. Et voilà, elle a quelque chose de très entier. Je l'entends comme ça, comme dire, si je dois vivre avec toi, ce sera pour la vie. Et ça, c'est pas possible. Voilà, ça m'a bouleversée. Je sais pas s'il existe une traduction en français, j'imagine, mais j'en ai pas trouvé de très convaincante pour l'instant, donc j'irai voir en librairie. Mais sur Internet, j'ai pas trouvé. Quand le sel s'évapore et l'eau devient incandescente, c'est elle qui jamais ne dort. C'est la braise sous les cendres quand l'ombre voudrait
toujours un peu chanté. Par contre, je me souviens du regard des autres sur ma voix. Ça, je m'en souviens bien. Parce que je crois que je chantais comme une espèce de continuité de mon existence. Je parlais, et puis je chantais, et puis je jouais, et tout ça, c'était très comme les enfants, vous voyez. Tout ça est très, tout est un jeu quand on est enfant. Donc la musique pour moi, enfin en tout cas chanter, c'était pas du travail du tout. C'était vraiment instinctif. Mais par contre, je me souviens du jour où ma mère et mon père m'ont entendu chanter et m'ont dit tu devrais chanter plus parce que ça fait des frissons quand tu chantes. Et c'était mignon. Je me souviens, je devais avoir 12-13 ans. À mon avis, je devais avoir ma voix d'adulte. Je venais de muer. Donc je me souviens de ça. Soudainement, ça a passé une forme de paroi extérieure. Et que les gens m'écoutaient quand je chantais, plus que quand je parlais. C'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Ah, ça va mieux. Mais au début, c'était un peu ça. J'avais l'impression que j'étais plus prise au sérieux. J'ai une approche assez instrumentale de base. Et le chant est venu plus tard. Puis la guitare, parce que c'était trop compliqué pour moi l'alto, c'est un instrument qui est très, très exigeant et qui me met dans un état de stress terrible quand je joue. J'ai un rapport difficile avec cet instrument. C'est à la fois un grand plaisir quand ça se passe bien, mais quand ça se passe mal, c'est terrible. Et j'ai pas assez de sérieux pour pouvoir travailler 5 heures par jour comme il le faudrait quand on se met à ce genre d'instrument. Extrêmement difficile. Donc du coup, j'ai décidé de devenir chanteuse parce que c'était plus simple pour moi, plus fluide. Mais j'ai toujours contact avec l'alto de temps en temps. J'ai pas arrêté de dire dans beaucoup d'interviews que j'étais vraiment une fille de l'hiver et que c'était ça qui me plaisait. Mais en fait, ça bouge un peu, ça, chez moi. J'essaie de trouver des trésors dans toutes les saisons. Effectivement, l'hiver amène à plus de recueillement, j'ai l'impression, plus d'humilité, comme on vient de se dire. Mais je crois qu'il est tout à fait possible de trouver ça dans n'importe quelle saison. Voilà, j'ai des étés de plus en plus joyeux. Bon, pour le coup, pour revenir à la Scandinavie, là-bas, par exemple, à l'arrivée du printemps, il y a vraiment un point de bascule, mais démentiel. C'est-à-dire que l'hiver est très raide. Et quand le printemps arrive, mais alors là, c'est la délivrance, quoi. Et c'est un printemps très long, très étiré, ça met plus de temps que ici en France. Les plantes se comportent un peu différemment, elles sont simplement plus lentes. Et c'est un spectacle magnifique. Les changements de saison, de toute façon, je pense que c'est une source d'inspiration universelle et totalement inépuisable. Parce que c'est bouleversant de voir le vivant bouger, en fait, changer et perpétuellement faire son petit cycle. C'est quand même un peu l'éternel retour, quoi, comme dirait Nietzsche. C'est une notion magnifique. Donc oui, quel spectacle, et il faut toujours le regarder. Et, oui, chez moi, c'est totalement mais chez n'importe qui, je pense, c'est un socle. J'ai eu le luxe de travailler avec un directeur artistique avec qui de qui je me sens très très proche, qui s'appelle Pascal Bluat, qui a un regard sur qui est vraiment comme un traducteur pour moi. C'est-à-dire qu'il traduit la musique en images, mais tellement bien. Il a fait des merveilleuses pochettes. Il a aussi une grande capacité d'écoute, donc on a beaucoup discuté et on en est venus tous les deux à parler de peinture et de portrait, mais qui soit pas un portrait photo, parce que moi j'avais pas envie de ça, je voulais pas qu'il y ait ma photo sur mon disque, je trouvais ça pas adéquat en tout cas, parce que c'est un disque qui tâtonne beaucoup. C'était trop frontal pour moi une photo. On en est venu à parler de peinture et donc c'est Pascal qui m'a parlé de Brian McHenry, qui vit dans une île en Irlande, mais qui a proposé qui a d'abord proposé de faire un dessin par chanson, comme des petits ex-voto justement. Et c'est en voyant ces dessins que j'ai dit il faut qu'il fasse un portrait. Et c'est quelqu'un qui fait un travail magnifique. Tout ce qu'il fait, je suis toujours très très touchée. Il a fait aussi la pochette de Marika Hackman, qui est une chanteuse anglaise que j'aime beaucoup. Il a quelque chose de très brut et à la fois très naïf, qui me bouleverse pas mal.
Merci d'avoir écouté cet épisode, si vous l'avez écouté. À très vite.